Ici, c'est celui que là, je vais vous montrer, c'est ici, je vais encore en parler, mais on va aller voir de l'autre côté, il y a des extraits fermentés d'ortie. Ces extraits fermentés, c'est vraiment pour prendre l'ortie, on la travaille, ça se fait depuis très longtemps dans les jardins familiaux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent l'ortie. Ici, c'est mis au niveau un petit peu supérieur, on fait vraiment un anéroïde, on a vraiment couvert dessus. Il n'y a pas d'oxygénation, l'ortie qui sont là est de très bonne qualité. On nous a offert des plaques, certains praticiens-là, on a des disques matériels. C'est vrai que ça fait partie de cette transition. Ça nous permet, entre ça et puis le basal, de dynamiser. Dynamiser, c'est vraiment de redonner une énergie positive. Je ne vais pas parler d'électromagnétisme. Vraiment, on va essayer de recomposer nos sols. Au final, quand on aura mis du basal, quand on aura mis ça, quand on aura mis des bactéries, qu'on appelle des EMA, on va recomposer les sols, on va essayer de les rendre vivants. Donc ça, c'est des engrais. Ça servira d'engrais. Ça va amener de l'azote, du phosphore, de la potasse, ça va amener des tas d'éléments. Avec ça, on va mettre des bactéries, ça va ramener des bactéries qui sont à l'état naturel et qui se développent justement là-dedans. Elles vont être réanimées là-dedans, elles vont reprendre là-dedans. Elles sont existantes de l'ortie, elles sont existantes de la couche, elles sont existantes de toutes ces plantes. Et là, on va les multiplier, on va faire une sorte de petit bac qui va les faire travailler. Et puis quand on va servir, ça va servir ça, et puis ça va servir d'éliciteur. Un éliciteur, c'est un terme pour dire que ça va être un provocateur. Quand vous donnez un signal aux plantes en disant attention, il y a une attaque, la plante arrête de pousser, elle se met en défense, et elle se met à changer, si c'est une attaque de chenille ou une attaque de champignon, elle se met en état de défense, et puis elle va à partir de là changer son goût, changer sa texture, changer certaines choses, pour pouvoir se défendre. Et puis ces différents produits peuvent, entre autres choses, avoir cet effet de signaler attention, il y a un danger. Donc nous, quand on revient là, on peut soit mettre sur les feuilles pour faire le côté engrais, le côté alimentation, ce qui nous permet donc de ne plus utiliser d'engrais chimiques, de ne plus mettre d'engrais, ça suffit. Et puis les bactéries qui permettent de consommer ces engrais. Et puis à côté de ça, un avertissement suivant la chose qu'on peut faire avec ça. On a de l'oignon, sur l'aluminium, vous connaissez tous le blanc sur les feuilles. Si vous avez ça, ça commence à devenir de manière, il faudra réagir. Ou si possible, agir avant d'ailleurs. On va lui mettre un signal en disant attention, tu es une plante qui a un risque de diurne, et puis là on va te faire croire qu'elle arrive. Et tu vas te modifier et tu vas réagir et te défendre. Si on arrive à trouver cet équilibre, alors je ne parle pas, je suis un spécialiste, c'est pas vrai, je vais répéter ce qu'on m'a dit. Hein. Si on arrive à créer cet équilibre, alors on n'aura plus besoin de produire cet équilibre. On va plus avoir besoin de produire, on va plus avoir besoin d'intervenir. Si l'équilibre était vraiment parfait, je pense très bien de tout ce qu'on a imaginé. C'est un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place ici. C'est un très bon travail, on cherche beaucoup de choses et ici la grande spécialité, je dirais que chez nous la grande recherche c'est travailler pour des conteneurs, dans des contenants. C'est pas la même chose. Si vous avez une plante qui est au sol, les plantes communiquent entre elles sur les informations, les choses se mettent en place de manière un peu plus naturelle. Là on travaille dans des contenants. Nous, c'est des terreaux, c'est pas de la terre naturelle. On la fabrique, c'est du plus naturel. Après, on va y mettre les éléments, on va donner. C'est pas ce qui était prévu au départ. Tout ça, on essaye à la fin essayer de créer quelque chose le plus naturel possible, qui a le plus de bactéries possible. On ne va pas rechercher à avoir les grosses vers de terre possibles qu'on peut avoir en Suisse, mais si on a les mêmes cas, ce serait déjà bien, c'est de la terre qui est vivante, il y a des bactéries, ça permet à la plante de se défendre, ça permet à la terre de dégrader les éléments. On va en parler au marchand comme ça un petit peu, Ici, il faut savoir qu'ici on a un de nos employés qu'on appelle le druide, qui fait toutes ces choses-là, il prépare ces choses-là. Il prépare la trêve qui va être servie comme un pré-traitement, ça va permettre aux plantes de se préparer aux attaques avant. Ça va mettre beaucoup de silice sur les feuilles, ça va protéger. Il va vous faire des éléments comme ça. C'est très très intéressant. Puis on va voir après, quand on a raté ça, l'équilibre n'est pas bon et parfait, ce qui est quand même relativement non cas de travail en gros, et donc on vient d'intervenir là, on va faire
ici. Non, je n'ai pas les quantités, mais je sais qu'au pépinière, ça fait bientôt 20 ans que je ne traite plus à ce niveau-là. Par contre, on avait toujours la tour dans les mélanges, on mettait toujours certains herbicides dans certains endroits, et puis on mettait encore des engrais chimiques. Voilà, on avait simplement, on ne traitait plus depuis 28 ans. Et puis gentiment, les choses sont arrivées jusqu'au bout, il n'y a plus de temps. Voilà, donc ça c'était pour la pépinière, et puis après il y a toute la culture des fleurs, parce qu'ici on prépare toutes les fleurs qui vont être installées ensuite dans la ville. Et l'objectif fixé, c'est qu'en 2022, on a le premier établissement horticole public de Suisse entièrement biologique. Et je pense qu'on est prêts. Ouais. Et je vous invite juste à sentir l'évolution qui a dû se passer chez un collaborateur qui a plus de 20 ans de maison. Ouais, plus de 40. Plus de 40, lui qui a vécu avec les produits, puis maintenant c'est vrai que tous vos collègues, quand on vous entend parler, on sent que vous avez pu expérimenter toutes ces nouvelles pratiques, toute cette transition vers plus de vie dans le sol, vers plus de vie dans la plante. Et je pense que vous avez l'air assez convaincu que ça marche. Non, mais non seulement on est convaincu, non seulement on a fait des financements continus, c'est tous les jours on fait quelque chose. C'est un peuple, c'est un monde qui s'ouvre. C'est pas bon de partir à la retraite à ce moment-là. C'est quelque chose de dingue. C'est tout neuf pour nous. C'est pratiqué partout ailleurs. Hein. Moi je pense que ces jeunes dreadlocks en Allemagne, là, ils ont fait un immense boulot et ils ont mis en place des choses qu'ils maîtrisent ça, on le découvre. Mais à faire ici, dans le cadre de l'établissement public, c'est génial. Vraiment. Et on n'a pas fini, hein. On le découvre. Habité dans la Suisse. Alors on a quitté ce registre, c'est pour fabriquer à l'époque cet alimentateur. Ils ont panoté avec des planches en bois, ensuite ils ont coulé le béton et ensuite ils ont évidé la terre et retiré les panneaux. C'est une construction assez particulière, à savoir. Elle a un son incroyable. Oui. Si on se met dedans, il y a des réverbérations hallucinantes. Le souci qu'on a, c'est que Non, mais là, ils sont incroyables, mais c'est pas évident de savoir comment on les conserve. On va lancer là-dessus. On va lancer C'est assez fou. Oui, c'est assez moderne. Je sais pas si c'est vraiment fait exprès. Oui, je trouve bien, ouais, ce jeu. C'est dommage de tout cracher. Savoir aussi qu'il y a des cultures qu'on a dû arrêter, hein. Il y a des cultures qui étaient absolument ingérables. On n'arrivait pas à les maintenir, on n'arrivait pas à tenir ça montait, on travaillait derrière, c'était pas la tête. J'ai été remplacé par d'autres. Moi, honnêtement, ça c'est surtout l'histoire, une fois de plus, c'est sur les horticulteurs. Ouais, plutôt des plantes horticoles. Et puis, il y a j'ai pas eu de. Oui, donner deux, trois chiffres pour nous donner une idée de la quantité de temps, de la quantité de gens qui travaillent ici. Alors, voilà, on va dire 25 personnes qui travaillent ici sur l'établissement horticole, et puis la quantité de plantes, il y a encore une dizaine d'années, près du million de plantes qui étaient produites par année. Et tout ça pour verdir la ville, pour fleurir la ville. Voilà. Et c'est vrai que la tradition du jardinier, c'était beaucoup de travailler avec des plantes annuelles, bisannuelles, ce qui fait qu'on faisait le massif magnifique sur un terreau propre, hein, donc on arrivait sur un terreau propre, on plantait les fleurs, on faisait le massif. Puis à la moitié de l'année, à mi-saison, on enlevait tout, on refaisait un terreau tout propre et on replantait des nouvelles fleurs. Et c'est vrai que maintenant, la pratique
qui a nettement changé, en ce sens qu'on travaille avec des vivaces, beaucoup avec des vivaces, d'où l'intérêt justement d'avoir des pépiniéristes qui maîtrisent bien la vivace. Ce qui fait qu'on a des plantes qui sont installées sur le sol, qui restent là d'année en année, avec lesquelles on a un nouveau mode de travail à faire. Et ça a été aussi une conversion assez difficile dans l'esprit des gens, parce que c'est très gratifiant de tout raser et de tout replanter. Parce que vous partez, c'est propre, c'est beau, vous avez fait du beau travail, tandis que avec des vivaces, il n'y a pas cet effet d'avoir tout rasé et tout replanté. Mais maintenant, donc, on produit à peu près 400-500 000 plantes par année ici. Et on produit beaucoup de vivaces. Mais c'est tout ornemental. Pardon? C'est tout ornemental, il n'y a pas des plantes qui peuvent être mangées. Enfin, Si. Je sais pas. On va voir beaucoup de choses sur les fruitiers. Alors là, on a énormément de cultures de fruitiers, que ce soit des variétés anciennes à sauvegarder ou des nouvelles pour mettre au fruit, comme ça, qui est quelque chose de récolté aussi. Pour le moyen exemple, c'est faire. Mais autrement, dans les cultures, il y a très peu de choses de fait. Enfin, ça vient relativement, c'est un petit peu plus de légumes. Ça va aussi être en fonction du projet que vous avez. Puis en fait, juste pour comprendre, en fait, l'impulsion elle est venue aussi parce que vous avez une chef de service qui est verte et puis qui, ou bien c'était déjà avant, ça se passe comment cette transformation des collectivités et des publics? Il y a de tout, je crois que la tendance est générale, je crois qu'on voit ça arriver de partout et plus personne n'a envie de manger des fruits avec des c'était déjà avant et ici ça avait déjà beaucoup baissé. C'est clair que quand on exprime qu'on va cultiver puis qu'on va avoir des pertes parce qu'on découvre, on fait de la recherche et puis qu'on a des réponses de la hiérarchie qui dit bah allez-y, puis si ça foire, au moment où on aura découvert, on sait où on va, bah ça aide, on ose. Si chaque fois qu'on a perdu son plante, on se fait tirer les oreilles, on n'ose plus. Donc ça vraiment ça a bien aidé, c'est parti, puis après il y a eu les moyens financiers, il y a eu des choses comme ça, comme le matériel qu'on a tout à l'heure. C'est clair que tout ça c'est avancé, mais c'est parti, puis les gens ici étaient prêts, ils voulaient le faire. Peut-être je peux aussi compléter, ça fait quand même pas mal d'années que la ville de Lausanne est pionnière justement dans des tests et puis ne serait-ce que dans les différents espaces verts qu'on a à gérer, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'il y a vraiment cet esprit pionnier, mais qu'on sent bien aujourd'hui, qui est aussi lié aux collaborateurs, aux collaboratrices des services. Bien sûr, moi je suis politicienne, je peux dire ouais c'est grâce à moi que tout se fait, mais non quoi. Après il y a peut-être des moments aussi maintenant dans l'histoire où il y a une constellation et puis aussi une dynamique de la société qui fait que tout vient plus fort et puis plus intense et puis avec plus de moyens, plus aussi d'acceptation de dire il y a aussi comme ça vient d'être dit, des moments où on ne sait pas qu'on va faire des tests et puis il faut prendre quelques risques. C'est peut-être justement le bon moment aujourd'hui qu'on a cette bonne constellation avec justement une expérience déjà, un esprit pionnier dans le service, des politiciens avant, maintenant aussi une demande sociale forte, un contexte d'urgence environnementale qui fait que, et puis là on va plus fort, plus vite, on l'espère en tout cas. Quand le chrétien différencié est arrivé là, c'était un entretien qui était. Avant c'était tout tondu, tout désherbé, tout soigné, tout était tenu par tout le monde et en permanence. Et puis s'il y avait mauvaise herbe, c'est là qu'on recevait un téléphone et puis on disait c'est pas propre. Alors que maintenant les gens vont semer, on leur a appris à faire des boules de glaise culturelles, mettre des plantes au pied des arbres, s'approprier le terrain. Et puis on se rend compte que c'est génial. Et puis que si on laisse de l'herbe, ils attendent parce qu'il y a des fleurs, et puis qu'il y a des papillons, puis qu'il y a voilà, puis quand il y a des moustiques, ça pique, mais que ça favorise aussi les oiseaux et les chauves-souris, ça fait partie de la vie. Les gens commencent à. J'exagère, ils commencent à aimer les moustiques. Ils commencent à aimer cette biodiversité, ça part, ça vient vraiment cette idée. Il y en a tellement plus qu'on est presque content de les voir. Oui, c'est bien, il faut travailler. Mais ça vient, je crois qu'on le fait pas nous, ça vient de partout et puis on a l'occasion de s'y mettre parce que c'est suivi, c'est bien. Moi j'aimerais juste revenir sur la question, je pense que le fait d'avoir une directrice verte, je vais vous contredire, mais ça change quand même pas mal malgré tout parce que les objectifs ils sont clairs, ils sont posés. C'est-à-dire que la municipalité a toujours eu le souci d'entretenir de manière écologique, d'accompagner une transition. Maintenant on pose des objectifs de ne plus utiliser de produits de synthèse, donc dans la ville il n'y a plus un produit de synthèse qui est utilisé à l'exception des terrains de foot.
là, on ne sait pas encore comment faire pour faire des terrains de foot qui n'ont pas d'humus sans produit de synthèse, mais autrement, il n'y a plus un gramme de produit de synthèse qui est utilisé. Et à l'établissement agricole, c'est la même chose, et l'objectif est posé. Et je pense que ça, c'est une différence majeure, avec un engagement majeur, qui fait qu'on sort maintenant, grâce à un message politique très clair, de l'utilisation des produits de synthèse. Et puis, on fait une transition justement vers la culture de plantes à manger. Je pense qu'ici, à l'établissement agricole, on cultive peu de plantons destinés à la culture potagère, et maintenant, on commence à en cultiver beaucoup. Et je pense qu'ici, ces prochaines années, on va essentiellement cultiver, donc je pense d'ici 4, 5, 10 ans, enfin, au moyen terme, on va cultiver beaucoup de plantes potagères, sachant que la vigne doit être comestible, la vigne peut être comestible, et puis ça, c'est aussi une volonté. Donc, poursuivons sur cette voie, nous, ça nous va bien. Tant mieux. C'est une question. Le compostage, c'est une pratique qui a été introduite aussi à un moment donné, ou pour vous c'est là depuis toujours ou ça... Je pense qu'au niveau du privé du petit jardin, ça s'est toujours fait. Après, à grande échelle, il a fallu bien s'organiser, trouver des endroits, trouver des queues, trouver des... C'était assez lourd à faire à grande échelle. On voit bien, les enjeux ne sont pas les mêmes, on se rend bien compte que ici, je peux faire des tests, je peux avoir un petit peu de clair. Bon, on a la limite de ce que paye le jardin, on est d'accord qu'on ne va pas non plus faire les fous, mais on peut se permettre. Je pense que celui qui a un jardin familial, s'il a un compost et puis que dans son compost il y a une petite maladie, puis que de temps en temps il y a une pomme ou une tomate qui tombe par terre, c'est tout bon pour les fourmis, c'est tout bon pour la biodiversité. Ça va très bien quand on est paysan, quand on a des rendements, puis des factures à la fin du mois, puis qu'il faut payer le tracteur, puis payer tout ça, on est bien à 100%. On est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que les enjeux sont pas les mêmes. Enfin, c'est bien la même idée au départ, mais la façon de faire elle est différente. Et puis là, quand on parle des composts, je crois qu'on y est, on fait ça dans son jardin, on réfléchit même pas, on met les feuilles de côté, puis on sait pas quoi faire, une fois qu'elles sont défaites, on les remet. Comme ça, quand c'est au niveau d'une ville, ça demande déjà une grosse organisation, ça demande tout ça, puis c'est plus pareil. Mais c'est vrai que ça fait un moment que tout le monde le fait. Chez nous, je sais pas depuis quand on a organisé ça fait une dizaine d'années, mais pas. Alors, vraiment à ce niveau-là. Avant, nous avions une compostière. La ville gérait une compostière qui s'est fermée pour faire les terrains de football de la filière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque, à la place des terrains de football, il y avait une compostière qui tournait depuis plus de 20 ans. Et ensuite, on s'est retrouvé avec 2000 tonnes annuelles d'or vert sur les bras, sans savoir exactement quoi faire, qui nous coûtait 130 francs la tonne si on devait l'évacuer en compostière privée. Raison pour laquelle on a pris l'option de retraiter un maximum sur place. Donc on retraite une grande partie de nos déchets sur place maintenant et on exploite aussi certains composts. Et puis depuis une bonne dizaine d'années, effectivement, le service maintenant est spécialisé dans la préparation de compost de haute qualité parce qu'on l'utilise. La moitié des terrains de foot, enfin, ou un bon tiers des terrains de foot sont amendés avec du compost, par exemple. Mais pour ça, il faut un compost irréprochable d'une qualité exceptionnelle et qui soit très propre, surtout, c'est des compost plastique, il faut pas d'éléments extérieurs au compost. Parce que les footballeurs sont très frileux, donc c'est sûr que au début, quand on mettait du compost sur les terrains, ils nous disaient qu'ils glissaient trop, que c'était sale dans les vestiaires, etc., etc. Maintenant, ça va bien, c'est rentré dans les mœurs, c'est accepté. Mais on a vraiment un compost de très haute qualité. Puis c'est très valorisant pour tout le monde, parce que finalement, avant, on appelait ça des sous-produits, ou bien des mauvaises herbes, ou bien des déchets. Et puis on n'est plus du tout dans la notion de déchets maintenant, avec ce que vous faites. Effectivement, je pense que vos composts, vous les aimez bien. Oui, ça se calcule quand même, ça se calcule dans les apports. Et puis quand c'est vivant, jusqu'à pas besoin d'amener, quand c'est déjà vivant, on l'a ramené du moins. Enfin, on l'a ramené de toute façon. On va aller voir. On va peut-être passer au terreau, d'accord. On passe ici, les horticulteurs, il y a pas mal de vie parce qu'on est aussi en transition de beaucoup de choses. Donc on est en train de passer des fleurs de printemps qui ont été plantées cet été, maintenant les préparations pour les plantations d'automne. Donc il y a pas mal d'études qui sont dites. Cet hiver, cet automne, cet hiver. Mais ça c'est tout le travail. Maintenant on passe à la deuxième chose, notre livre à notre mélange. Là il est estivé, on essaie de faire au mieux, mais la plante a quand même des problèmes, on est obligé de traiter les avec des huiles essentielles, et ces huiles essentielles, on va pouvoir voir, je vais ici, on va pas les voir, mais là-bas est un diffuseur, un simple diffuseur d'huile essentielle, exactement ce que vous pouvez identifier à côté de la petite noire, c'est un et un des derniers tests qui a été fait, vous voyez qu'il y a des toiles ici qui sont qui se ferment suivant les besoins en lumière ou en température.
Le test a été fait, la toile a été baissée, la diffusion d'huile essentielle a été faite dans une partie, et puis les plantes qui étaient hors toile n'ont rien eu. Ces plantes étaient très malades, elles avaient beaucoup de pucerons, elles étaient à la limite d'être débarrassées. En quelques nuits, ces huiles essentielles ont balayé les pucerons, ça marche. Ça marche, on n'est pas obligé d'utiliser des produits chimiques. L'avantage de l'huile essentielle, c'est pas que c'est pas chimique, mais c'est bio. Bio, il faut comprendre, un tigre, c'est bio, on ne met pas les mains dans la cage. Là, c'est pareil. Un produit là, c'est bio, mais il faut quand même faire attention. Il y a des huiles essentielles, et quelqu'un qui a ramassé un petit piment là. C'était les dames de cuisson. Ces piments sont faits, on va essayer d'en tirer soit des huiles essentielles, soit on fait des extraits fermentés, enfin on va essayer de travailler parce que c'est vraiment un produit d'attaque pour soigner les plantes, par les plantes. Par contre, suivant la façon dont on les tire, ça peut devenir toxique. Il faudra vraiment qu'on fasse attention avec ça. Vous verrez aussi qu'on a, donc ça peut être servi comme traitement, ça peut être servi comme éliciteur, comme disant, pour provoquer une réaction de la plante. Ça peut être servi comme là, sous fond gazeux, simplement pour chasser. Ça sent pas bon. Et puis les bestioles plus dans les buis qui ont tout ce problème de pyrale, là, je ne sais pas si vous connaissez, tous ces buis qui sont comme ça détruits. Si vous avez, c'est la Thanésie. Un Thanacétum, c'est une plante qui pousse absolument naturellement partout. Quand vous avez ça, les pyrales viennent plus ou moins. Donc là, on s'est dit, bah tiens, on commence à cultiver la Thanésie, on la répartit dans les plantes, et ça c'est uniquement pour brouiller l'odeur, brouiller le message. Quand le papillon arrive, il ne sait pas très bien que c'est du buis, alors il va voir ailleurs. Et puis on fait aussi des extraits, ou bien on fait, là je l'ai fait dernièrement, des décoctions, infusion. Et puis on remet ça sur la plante, puis on met carrément, alors là c'est carrément du répulsif, mais posé sur la plante, on va aller arroser avec ça. Donc ça peut être servi de plusieurs manières, entre les répulsifs, les médicaments, ça c'est vraiment la plante pour soigner les plantes, ça marche. Vous utilisez quoi comme huiles essentielles, à part le piment, etc. Les huiles essentielles, alors là, on ne va pas tout serrer, je pensais qu'on serait loin. Moi Là, je sais pas. Bon, juste en attendant, une culture qui est hyper intéressante pour nous, je me permets. Oui, les explications, je suis pas. On cultive sur des plaques de laine de mouton et on pré-cultive sur ces plaques. La problématique en ville, c'est que le terrain nu, ça fonctionne pas bien. Hein. Les gens ne respectent pas les terrains nus, donc il faut des terrains fleuris. Et on a toujours une difficulté au moment d'installation du jardin à ce que ça soit respecté. Et puis on a aussi passablement d'oiseaux qui se baladent en ville et qui sont tout contents d'aller déterrer les graines qu'on a plantées, etc. ou des jeunes plants. Et on pré-cultive sur des plaques de mouton. On met ça pendant une année à peu près en culture ici, et après on va installer les plaques directement dans les jardins. On a fait ça sur la terrasse, j'emmenais la terrasse au-dessus de la FNAC par exemple. À chaque fois qu'on arrive en fin de culture, ça devient compliqué, qu'on a des difficultés à garder une végétation qui soit de qualité, on enlève ça et on revient avec des plaques pré-cultivées qu'on installe. En une journée, on arrive à faire un jardin comme ça, et on n'y voit quasiment rien. Le lendemain, c'est déjà vert, c'est déjà fleuri, c'est déjà tout à fait agréable. Tu les laisses? Pardon? Tu les laisses? Les plaques? Ouais. Après, on les enlève. On enlève les plaques. Ce qu'il en reste, mais ça se dégrade très vite, ça devient vite de l'humus quand même. Et puis ça tient, je pense, 4, 5, 6 ans. La terrasse de la FNAC, on l'a faite il y a 5 ans. Elle est tout à fait agréable. Et c'est vrai que ça, avec la connaissance qu'ils ont ici, la capacité de culture qu'ils ont, et puis le fait qu'on a... Alors ça, c'est pas encore notre laine de mouton. On a vu qu'on a 100 moutons à la ville qui sont pondeuses naturelles. On va aussi essayer de travailler avec nos propres moutons pour pouvoir faire cette culture. Et là, c'est vraiment très très prometteur. C'était difficile à faire admettre aussi comme type de culture, parce que c'est un nouveau mode de faire, etc., qui est très peu habituel. Et c'est là que je pense que c'est important de travailler de concert avec une volonté politique, une volonté de service et des gens qui sont compétents. Parce que si tous ensemble on arrive à faire ça, on respecte le fait que les gens de terrain ont un peu de peine à imaginer qu'ils vont être capables de le faire, donc on leur laisse un peu de temps pour faire leurs expérimentations. Et là, c'était vraiment un grand succès, et ça marche très très bien. Donc les jardins maintenant sont cultivés comme ça. Monsieur Buage, c'est bon? J'ai une question. Vous avez dû organiser beaucoup de formations professionnelles en tout type? On continue, effectivement, on organise des formations, on continue, c'est aussi un credo. Vous avez compris l'or que représentent ces gens avec toutes leurs connaissances. Alors, le fait d'utiliser des produits de synthèse, c'est pas vraiment un développement des connaissances, hein. C'est une exécution du mode d'emploi, et puis ça s'arrête là, et c'est vraiment dramatique, parce que finalement, il n'y a plus besoin de jardiniers compétents pour agriculture.
motivé à faire une belle culture. Là, on voit bien que on investit sur des potentiels non personnels qui est juste exceptionnel. Puis je pense que ça rend le travail intéressant. Et il y a beaucoup de formations qui sont faites. Mais des gens qui doivent finalement réapprendre, on a complètement perdu, je pense, vous, dans vos métiers, vos apprentissages, etc., vous aviez perdu ces connaissances naturelles et vous étiez plutôt encouragé à aller chercher le bon produit, avoir le bon partenaire pour vous donner le bon produit. Si on n'avait pas le catalogue MAD, on n'était pas un bon professionnel. On a bien résumé. C'est vrai, il fallait avoir le catalogue MAD, on avait tous les produits sous la main, avec des doses avec tout. C'est bon. C'était comme ça. Merci pour le... Là, si vous entrez, vous pouvez passer, vous verrez un espèce de rack, un petit clavier comme ça, vous aurez toutes les huiles essentielles, comme ça vous pourrez avoir des notions de ce qu'on utilise. En sachant qu'il ne faut pas trop toucher. Je disais tout à l'heure que vous êtes allé chercher le piment rouge là, votre collègue a pris un piment. Faites attention avec, il est très fort, et puis on s'en sert justement pour tirer. Je ne sais pas exactement si notre druide veut faire une huile essentielle ou s'il veut faire une décoction, s'il veut faire, mais c'est quelque chose de très violent, hein, au niveau santé je parle. Donc vous avez des spécialistes qui vous font... Non, c'est un horticulteur qui était lui branché biodynamie depuis des années, et qui se faisait déjà des choses ici, mais un petit peu en dehors des heures, comme ça pour lui, il essayait de ne pas faire pire. Et puis bien sûr qu'il s'est fait rattraper par tout, puis maintenant c'est un peu notre maître à penser à ce niveau-là, quoi. Il est bon. J'ai une petite question. Oui. Donc toutes ces connaissances effectivement que la collectivité publique, en tout cas la ville de Lausanne développe maintenant, quel est le retour que vous donnez à toutes ces écoles justement, à l'Ulier ou je sais pas quoi, comment ça se passe aussi, cette transmission des savoirs? S'il y a le moindre intérêt, tout est ouvert, c'est-à-dire que la personne qui nous a donné les premières notions, tout ça, c'est M. Eric Pétion qui est venu nous expliquer un peu tout ça. Son credo c'est vous retransmettez tout ce que vous retrouvez, vous l'inscrivez, vous me le redonnez, vous le donnez à tous les gens qui sont intéressés. Mais il y a une condition de base, il faut être intéressé. Là où j'habite, le fait de laisser 10 cm de gazon, c'est une hérésie encore. On n'arrivera pas, pour l'instant, à imposer tout ça dans le village. C'est exclu. Il faut un intérêt. Parce que vous parlez des jardins familiaux, et c'est vrai que j'avais lu un article une fois dans un journal que en fait, c'était des zones super polluées dans les jardins familiaux. Alors, je ne sais pas, moi, je veux dire, vous en avez forcément quelques-uns quand même sur la commune de Lausanne. Alors, quelle est en gros la stratégie par rapport à ces espaces privatisés, mais j'ai quand même appartenant à la collectivité? C'est vrai que les jardins familiaux, l'étude que vous évoquez, c'était une étude qui avait été commandée, si mes souvenirs sont, par l'Office fédéral de l'environnement, qui montrait qu'en fait les sols des jardins familiaux étaient plus pollués que le plus grand des pollueurs possibles, imaginables. C'est vrai qu'il y avait une certaine époque où on ne savait pas et puis il n'y avait pas des règles super bien établies. On peut dire que sur la ville de Lausanne, maintenant, il y a vraiment un bon dialogue qui s'est instauré entre les jardins familiaux et le service parc et domaine, et puis on voit qu'eux aussi, ils prennent vraiment le pli de faire de l'agriculture, de faire du jardinage de plus en plus écologique, et puis ils sont en train de rattraper aussi cette mouvance du jardinage écologique, et puis ça se passe au mieux. Et nous, on a été aussi à dire qu'on n'allait pas opposer ce qui s'est fait par la ville de Lausanne avec les plantages, les potagers urbains, où là on a une charte qui est posée si on a envie de faire du jardinage dans cette acception-là de plantage de potager urbain. On ne dit pas nous on fait super bien puis les autres font. Enfin, on ne va pas faire de l'opposition là. L'important c'est qu'on conserve aussi ces espaces qui sont justement riches de plein de choses, pas que d'un point de vue écologique mais aussi social. Et simplement on collabore bien, puis comme vous l'avez dit, on essaie de se transmettre aussi nos savoirs, nos pratiques, et puis ça commence vraiment à bien prendre. Ils sont vraiment sur la même longueur. Oui, je crois que j'ai un exemple pratique là, mon beau-père qui était responsable d'un petit coin de jardin familial à Lausanne. Quand son voisin a commencé à laisser pousser les orties, tout le monde s'est offusqué, et il y a une plainte qui a été déposée. Heureusement, ils ont perdu dans la justice. Le monsieur Ortie a pu garder ses orties. Et maintenant, il dit, mais qu'est-ce qu'il avait raison, qu'est-ce qu'on a fait? L'idée est passée. Il fallait simplement qu'on comprenne ce qu'on allait faire avec ces orties, pourquoi, quand, comment, et qu'est-ce qu'il y a de mal. Bon, quand on tombe dedans, ça pique, mais à part ça. C'est bien, c'est bourré de bonnes choses. Et ça vient justement, ça se travaille. Je ne crois pas que c'est instantané, on ne peut pas dire aux gens, vous arrêtez vos pratiques, ils vont arrêter le jardinage, il ne faut pas les dégoûter, il faut qu'ils continuent à aimer ça, mais
on peut leur montrer qu'il y a d'autres chemins possibles. Parlons de traitement, puisqu'il faut traiter quand même, c'est dommage, si on arrive à équilibrer nos sols, il n'y aurait pas de traitement. Mais en fait, quand on traite, c'est une sorte d'échec. Alors parlons de traitement avec des huiles essentielles. Je vous ai dit avant que c'était dangereux, que ça pouvait être grave, mais ça disparaît, ça rentre pas dans les sols, ça va pas dans nos lacs, ça n'abîme rien plus loin, c'est des choses qui sont à réutiliser plus souvent aussi, puisque c'est pas très malin. Mais on va leur montrer que oui, on peut le faire. Puis après, ils se demanderont, mais quelle huile essentielle, quel dosage, c'est égal. Pour l'instant, allez, huile essentielle, ça existe, c'est bon, ça marche. Après, ils réfléchiront eux-mêmes, ou ils vont chercher des informations, ou ils viendront nous les demander en ordre. Mais il ne faut pas vouloir tout faire. Si vous voulez passer, si vous avez envie de regarder si c'est un petit peu exigu, alors, je ne sais pas si vous voulez. Allez pas tous à la fois, le Covid oblige. Mais vous pouvez passer. Mais on est obligé d'utiliser ces outils-là quand on a arrêté la tombe, où on diffusait carrément des milieux vivants. On n'arrivait plus à trouver la structure. La tombe n'amenait rien d'autre qu'une structure, ça donnait quelque chose de léger qui tenait dans les années. Et il a fallu qu'on propose ça des choses qui avaient cette structure. Sinon, on arrive à quelque chose spécialement péculière, comme les containers sont là pour 2, 3 ans, 4 ans. Ça se lance, et qu'à la fin, il n'y a plus rien qui bouge. C'est tout fait, c'est marié. Donc il nous faut quelque chose qui tienne la structure, et ça, c'était le travail de la tombe. Alors on est obligé de proposer des choses qui sont pas sans qui sont de chez nous. Mais de toute façon, c'est du stérile. Là, c'est stérile, c'est la composition de base. Il y a rien de c'est la d'énergie qui est ici. Alors voilà, ici on a des matières, des terres, des terreaux, souvent ça se fait avec la terre, plus ou moins fine, et puis on fait nos mélanges sur les cultures. Normalement il ne devrait pas sortir en vert. Et puis on va rajouter 2-3 choses en c'est vraiment bio. C'est super bien. C'est super bien. Ce que disait un spécialiste du côté de la CG, tellement c'est de notre produit. On espère que la voiture en part. Ça, je n'ai pas de commande parce qu'on a vu des clients qui nous avaient été commandés. Et pour finir, c'est pas parti, c'est une manifestation. C'est pour ça qu'on a divisé, on a fait la division. Non, ça c'est une fumée. Non, mais c'était pour Prospecirara pour la manifestation. Parce qu'on organise chaque année un marché de Prospecirara à Sauvablanc, et puis cette année, c'est vrai qu'on prépare. Alors il y a des tomates qui sont sous celles aussi là-bas, il y a beaucoup de choses qui avaient été préparées pour cette manifestation. Ça c'est le Punica granatum, c'est le grenadier. Les mains. C'est un grenadier nain, il ne va pas mettre plus que ça, il a vu. Mais du coup, il faut tout qu'il soit sous serre ou il peut être Non, à là, soleil d'été? ça dépend de la personne. Mais c'est vrai qu'il aime bien le transparent. Là, il y a beaucoup de choses qui... Ouais. On a cet ombrière, on s'en sert. Dans ce cas-là, c'était obligatoire. Mais du coup, les fruits sont comestibles? Non. Ah, voilà. Non, même le normal de Grande, on en aura un par là, on le mange pas, il ne suffit pas par les variétés qu'on a. Qui ne vient pas assez à maturité. Mais ça va venir, il y a déjà les néfriers qui sont en plein pot maintenant. Le stade d'après, c'est les grenades. Peut-être. Alors ici c'était pour vous parler un peu des arbres fruitiers qu'on fait pour la ville. Je vous ai parlé tout à l'heure de la tanésine, du fruitier qu'on met au milieu d'aiguilles comme répulsif, c'est ça. Hein. C'est envahissant. Alors on peut prélever des fleurs, on peut prélever des feuilles, on peut en faire des décoctions. Et puis on peut les traiter ou alors on simplement dépose, on a fait de l'amplification, on va les déposer au milieu des buis. Pour trouver le même phénomène au milieu des chrysanthèmes, ils ont mis du basilic pour faire répulsif contre les punaises. Donc vous avez chrysanthème, basilic, basilic, comme ça c'est intéressant, on verra ça en passant. Et puis pour ce qui est des arbres fruitiers, vous avez des petits là. Derrière, mon collègue qui récupère les potes,
Poirier, par exemple. Devant, ce qui a été greffé cette année, C'est vous qui greffez? on greffe, et puis on trouve toutes les variétés qui ont déjà été commandées par nos collègues, c'est-à-dire qu'on reprend ce qu'il y a déjà sur les promenades. Des variétés anciennes à sauver, il y a beaucoup là, des variétés qui sont, je sais pas, la 7 ongueules, vous imaginez, je sais bien, la grosseur de la poire, quoi. Ou la pomme, qu'est-ce qu'il y a de la pomme pomme raisin, voilà, elle n'est pas très très longue. Enfin bref, c'est vraiment des variétés à sauver, on en a fait beaucoup. On a fait nos efforts. En deuxième année, ça donne ça. Vous voyez là, tout ce qui est poirier, tout ce qui est pommier. Et si vous regardez là, c'est comme il faut espérer. En teinture, en teinture, c'est traité avec les huiles essentielles pour garder, je n'ai pas préparé, je ne sais pas du tout. C'est super fort. Ça, vous les plantez en ville, en fait? Oui, ça va se passer. Si vous regardez à l'Ermitage, il y a des végétations, justement, ça va être peut-être. Je ne sais pas, ils seront venus par les coins. On en a fait pas mal. On ne sait pas que ça serait aussi bien, on ne savait pas qu'on était comme ça. Non, mais sérieusement, on est un peu surpris par l'homme qui a repris, là, les autres passent beaucoup. C'est des tiges. On fait alors, exclusivement, pas vraiment, mais quasiment exclusivement que du tige, du haut tige. Dans des variétés, des porte-greffes. Le porte-greffe, c'est tout du front, c'est-à-dire que c'est pommier, du pépin, pépin de poire. Ce qui est des fruits, on a eu beaucoup de peine à trouver, donc on tout sur le niveau de l'eau, on est tout sur cerisier, c'est le cerisier à biome. Alors soit on va dans les forêts lausannoises, on tire les cerisiers sauvages, soit on fait là, on vient de faire toutes des caisses de on a beaucoup plus de pommes et de poire que de cerises parce que c'est plus difficile de trouver justement le sortir. Alors on ne s'amuse pas avec les porte-greffes officiels. C'est-à-dire que si on veut vraiment travailler, je ne sais pas si vous connaissez, EM, M6, M21, tout c'était. Alors non, on lâche pas. On comprend ce qu'il y a là. Et puis les gros travail en amont a été fait. Et puis ça dépend surtout des sols, donc c'est pour ça qu'il faut tenter. Si tu regardes un sol qui a énormément d'énergie, c'est répondre à un porte-greffe faible. Puis si vous avez un sol de cailloux, il faudrait trouver quelque chose pour la gare. Mais je peux pas vous expliquer. De toute façon, c'est du front, ça va être rigolo. Ouais. C'est ramassé quoi, l'imagine? Excusez-moi, ouais, c'est vraiment vrai, ça veut dire aussi que c'est pas forcément régulier, c'est une multiplication sexuelle. Donc en fait, vous faites un greffage, vous choisissez la variété, c'est assez collé, c'est une multiplication entre les quand on met du pépin, bon, c'est pas ce qu'on aura plus. Donc du coup, on a des pépins qui sont plus ou moins gros, on ne sait pas très bien. Voilà. Ça aussi, toutes les plantes qu'on a là sont soit comme là les charmilles, soit c'est de la multiplication par dessous, soit c'est récolté dans les ça va être très redynamique. Les chênes 1-1, les chênes pour la 1 la volonté. Et là, ça fait déjà 1300. Là, c'est parti là, et puis l'année passée, pas plus loin. Ça, c'est les pastilles de l'année passée. Je ne sais pas si ça suffit. Oh non, les flèches, on arrive à les faire sur une année, mais il faut laisser les gants, voilà, là, un bassin de récupération d'eau de pluie, qui a été fait depuis des années, il vient d'être refait à l'heure. Je crois que c'est 800 ml ici, puis après on a deux bassins de 100 ml qu'on voit ici, il y a 1 million de litres qui sont récupérés régulièrement, aussitôt qu'il pleut, ça remplit. Ça remplit quasiment, bon, on voit très bien la ville là. Et puis les arrosages qui sont faits sont vidés là et retournés. Ça suffit en fait. Non. Il faut la filtrer l'eau de pluie ou elle est utilisée à quoi? Elle est filtrée assez grossièrement parce qu'elle est. Je sais pas, de l'eau de ville, enfin, je sais pas comment. Non, elle est filtrée pour les chèvres et puis après on va utiliser les diffuses et tout pour faire la fin. Ouais, Mais c'est de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de. C'est de l'eau de pluie, mais on ne sait pas dans le circuit.
Voilà, moi si je vais arroser ma pépinière. Ah ouais, dans le circuit, voilà. Là, quelque chose qui a été mis en place par mon collègue. Asim Magzamovic, il est là, il a laissé. Voilà, attention, vous voyez qu'il est là, vous voyez cette gaffe là, elle est en train d'amener une sauterelle. Elle vient d'amener. Elle est rentrée avec une sauterelle. Je l'ai vu passer, mais c'est des abeilles sauvages, des guêpes sauvages. Et puis après, elle prend cette matière et puis elle vient fermer, et puis hop, c'est son petit frigo, quoi. Elle va garder sa nourriture comme ça. Alors il a installé ça ici, et puis ça marche très très bien. C'est du sureau, non, du bambou? C'est du bambou, hein. C'est des vieux bambous qu'on a utilisés déjà, qui sont un peu cassés, et puis il les taille en petits. Et là on voit très très bien comment c'était fermé. Là, ceux qui ont eu la chance de voir, ils ont vu Incroyable, avec sa arriver avec la sauterelle, elle l'a posée dedans. Je savais même pas que ça mangeait des sauterelles. Ah ouais, ça fait de la vie. Ça, là voilà, elle amène aussi là, quelque il y en a chose. une- C'est parce qu'elle amène. Un bout de bois ou quelque chose. Là elle amène de la paille, elle est en train de fermer son frigo. Là. Mais ça, c'est un frigo, c'est pas l'endroit où elles font ou quoi. Est-ce qu'elle pond? Peut-être. Oui, Je sais pas. Peut-être qu'elle pond, qu'elle amène la nourriture. dedans, Oui, ça nous dit les petits. Là, on va voir les Bon, je rentre chez moi, je fais un frigo au bonbon. J'aurais mangé des lentilles. Celui qui est au bout, qui est plutôt pour une cuisson un peu plus lente, alors que les paraboliques, c'est pour une cuisson plutôt rapide. Vous pourrez vous approcher tout à l'heure, vous verrez qu'ici, c'est plus qu'à ébullition. On le laisse cuire encore un petit moment, mais normalement, c'est déjà cuit depuis un moment. Donc c'est pour vous qu'on le laisse encore un petit moment. Celui-là, il est bien cuit, donc on l'a un peu tourné pour qu'il arrête, parce que sinon, ça sera plus du quinoa. Ça sera... Là, on a fait du quinoa avec des poireaux et des carottes. Et là, c'est une espèce de ratatouille avec des super légumes bio de la région genevoise, qui vient de là-bas. Et sinon, après, vous avez toutes sortes de cuiseurs. Hein. Vous avez des gros cuiseurs qui montent à des degrés pas possibles. Il y a 200 watts pour certains cuiseurs. Donc là, il faut être au taquet tout le temps. Par contre, pour de la cuisine familiale, la cuisine individuelle, ça, c'est les deux types de fours que nous, avec lesquels on travaille au quotidien. Les jours de soleil, alors ne me demandez pas, est-ce que son soleil, ça marche? Non, ça ne marche pas son soleil. Et c'est comme ma cuisinière à gaz, elle ne marche pas si j'éteins le gaz. Mais sinon, ben voilà, nous on a quand même la chance, en Suisse, les gens disent toujours, ouais, mais en Suisse, l'hiver, ben moi je dis souvent aux gens, mais l'hiver, c'est les moments où je cuisine le plus. L'été, je cuisine moins parce que, voilà, j'ai envie de manger des trucs frais, comme tout le monde. Par contre, l'hiver, ça fonctionne très bien parce qu'en hiver, je ne sais pas sur quelle latitude vous êtes, mais en tout cas à Genève, on a beaucoup de soleil. Il fait froid, mais on a du soleil. Donc, c'est pas le froid qui va empêcher de cuire, parce que les fours sont entre autres isolés que de la laine. Ceux-là pas, mais par contre, quand vous avez un focal solaire, il est aussi chaud l'hiver que l'été. Il sera plus chaud l'été, bien sûr, parce que la casserole prendra la chaleur aussi. Mais voilà. Alors là, vous pouvez vous approcher 2 minutes pour ceux qui veulent. Je vais les séparer un petit peu pour le fameux la distanciation. Voilà, là vous avez alors les pannes ne chauffent pas du tout parce que une parabolique en fait c'est l'accumulation solaire en focale qui vient se placer à un endroit précis. Donc si vous touchez les pannes, que ce soit, elles ne sont pas chaudes du tout. Par contre, si vous touchez le foyer, il sera chaud. Et si vous touchez la casserole, elle sera très très chaude. Ma collègue tout à l'heure, elle a eu la bonne idée de laisser le gond 25 secondes. Il a pris feu. On en offrirait un autre. Je sais pas. Voilà. C'est du 0 à 100. S'il est orienté plein sud, c'est aux 2 secondes, la température elle est atteinte, ça chauffe. Tout de suite, c'est instantané. Et puis vous réglez la température en l'orientant plus ou moins plein sud. Voilà, vous pouvez faire ça effectivement. Alors cette parabole, ce qu'elle a de fabuleuse, la personne qui l'a conçue, il a mis beaucoup d'années à arriver à ce qu'il voulait comme la perfection, comme beaucoup d'inventeurs. Il a fait un foyer profond. Donc en ayant un foyer profond, vous avez plus de focales. Et ensuite, il a fait un système extraordinaire et ingénieux
c'est qu'il a mis un viseur, ce qui vous permet au démarrage, après vous trouvez toute seule le soleil, mais au démarrage de savoir quand vous êtes à plein pot. Là je suis à plein pot. Si je voulais que maintenant, parce que pour moi ma ratatouille est assez cuite, je veux plus qu'elle chauffe autant, là je la tourne un peu et là ça va diminuer très rapidement. Et là ça se voit avec la petite lumière. Bon là ça se verra pas parce que je suis complètement en dehors du soleil, donc ça se verra plus. Mais si je la bouge juste un tout petit peu comme ça, vous avez de nouveau, ça vous indique de nouveau où vous êtes avec le soleil. Là vous êtes à la fin de la cuisson. Si je le mettais dans le sens inverse, je serais au début de la cuisson. Voilà, c'est des petits trucs qui s'apprennent assez rapidement. Mais voilà. Donc après vous avez vous voyez par exemple celui-là, si vous regardez au fond, ça bouillonne aussi. Les fours, on peut les utiliser pour toutes sortes de cuissons aussi, mais ça sera plus lent. Vous ne ferez pas des lentilles en même pas 20 minutes comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, il faudra compter, je pense, en toute honnêteté, moi je ne l'utilise pas pour des lentilles, parce que j'ai celle-là. Donc je veux dire, c'est comme si vous allez en ville, centre-ville, et que vous savez que ça va être plein, vous allez devoir choisir entre la voiture et le vélo. Vous allez plutôt prendre le vélo. Voilà, moi c'est la même chose, je vais plutôt prendre la parabole pour les lentilles. Par contre, si je veux faire du pain en même temps ou autre chose, un poulet entier avec des légumes, je vais utiliser celle-là parallèlement. Mais si je veux un poulet rapide, je vais utiliser la deuxième si j'ai la chance d'en avoir deux. Bon, j'en ai qu'une, là, j'ai emprunté celle-là, mais voilà. Et puis voilà, nous en fait, Soleil-Millau, cette petite association qui existe à Genève depuis 10 ans, 12 ans maintenant, en fait, nous on fait de la promotion, c'est-à-dire qu'on n'est pas très doué en communication et tout, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais par contre, on est très doué, on a monté ce four pour Grégoire, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas monté un comme ça, pour se rendre compte que c'était un sacré boulot quand même. Après, quand vous en avez fait 3, 4, je pense qu'on serait super doué, on le fera en 3 heures. Là, on a mis 3 jours hein, quand même, bon, à plusieurs. Hein. C'est peut-être ça qui a aussi fait un peu là. C'est qu'on était trop nombreux peut-être. Mais ben voilà, c'est quand même ce que Soleil-Millau a promu pendant toutes ces années à travers non seulement la cuisine solaire, mais surtout par rapport à un monsieur extraordinaire qui habite maintenant au Mexique, mais qui est la première personne à Neuchâtel qui s'est lancé dans la cuisine solaire et le séchage, parce que là j'ai pas pris de séchoir, mais on fait aussi des séchoirs solaires. Et l'avantage de ces fours, c'est que il faut quand même avoir un petit sens du bricolage, mais je veux dire, tout le monde pourrait faire ce four, en ayant certains éléments quand même de base, style la vitre, parce que ça c'est quand même assez canon, hein. Il faut avoir des outils professionnels et tout. Nous généralement on les fait monter avant dans des ateliers protégés. Et puis après, par contre, on fait tout le reste. C'est canevas, il y a tout un système à faire. Il y en a d'autres qui sont en bois. Après, qui que ce soit qui veut vraiment s'initier à la cuisine solaire, il y a aussi des cook-kits que vous pouvez monter vous-même. Il y a plein d'exemples sur Internet. Nous-mêmes, on donne différents exemples. Mais si vous voulez vraiment faire de la vraie cuisine dès le départ, ben voilà, il faut se lancer quoi. Il faut se lancer ou dans une construction ou dans un achat ou voilà. En tout cas, moi je sais qu'aujourd'hui, où que j'aille sur la planète, et je suis partie en Inde l'année passée et en Australie voir mes amis, et ben j'avais pris ma libertad avec moi. Voilà. Et ça prend pas beaucoup de place, hein, ça représente où est-ce qu'elle est. Voilà, ça représente ça, donc c'est pas énorme. Par contre, ben voilà, ça prend quand même un petit peu de place dans la valise, quoi. Mais ça vaut la peine. Là, on a fait 3 semaines de camping avec mon amie Valérie. Et il n'y a qu'un seul jour où on n'a pas pu faire notre café le matin parce qu'il n'y avait pas de soleil. C'était le 1er août. Non, le 2 août. Parce que le 1er août, je sais pas, je sais qu'ici, en Suisse romande, en Suisse, il y a eu un très gros orage. Et nous, on était en Auvergne et je peux vous dire qu'on a eu un très gros orage, quoi. Et c'est le seul jour. Donc, sinon, du café jusqu'au repas du soir, on s'est nourri entre 6 et 9 personnes tous les jours. Avec deux. Avec deux paraboles. J'avais pas pris le four. Il fallait privilégier le four ou le board. Un privilégié board. Et
Donc la cuisine solaire, ça existe dans plein de lieux de la planète. Plein de gens déjà l'utilisent de manière forte. Il y a des associations, que ce soit au Népal, au Tibet, en Afrique et tout. Mais alors souvent, très souvent, les gens viennent vers nous et me disent « Ah, vous voulez pas faire un projet pour le Rwanda avec nous et tout ?» Alors moi je leur dis clairement non, moi mes projets je les fais ici à Genève. Je vous donne quelques petits tuyaux, mais je ne vais pas faire le projet pour vous. Si vous voulez faire un projet, vous pouvez trouver toutes les infos que vous voulez, pas seulement à travers nous, mais à travers d'autres groupes. Et on vous soutiendra d'une manière ou d'une autre, mais dans l'immédiat, c'est plutôt nous qui avons besoin d'être soutenus. Donc si vous me payez pour que on monte un projet ensemble, dans ce cas-là, oui, je vais prendre du temps et tout ça. Mais voilà, nous, ça fait 10 ans qu'on fait du bénévolat. C'est génial, ça a plein d'avantages, mais ça a un désavantage certain, c'est l'usure. Donc nous maintenant, on est dans la... On va attaquer là, j'ai vu le petit sourire tout à l'heure, on va attaquer dans la communication. Ce que tu peux dire aussi, c'est que tu fais aussi des fois des ateliers de construction, enfin des workshops où plusieurs personnes construisent leur four solaire. On a fait ça et on va peut-être, mais on hésite beaucoup justement parce que ça nous prend beaucoup de temps. Mais effectivement, nous on fait des constructions. Là prochainement, je vais faire 2 séchoirs solaires qu'une amie m'a commandé parce qu'on en a déjà acheté un et puis elle a plein d'arbres fruitiers. Donc on va faire 2 prochainement séchoirs. Après, maintenant, si on fait ça, généralement, c'est eu déplacé. On a été dans plein de lieux différents, dans les universités populaires, à Delémont, à je ne sais plus où, à Pompus, derrière la Lune, Fribourg et tout. Donc nous, on se déplace volontiers, mais voilà, ça a un coût. Il faut qu'il y ait tant de personnes, parce qu'on ne vient plus pour 2 personnes, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient vraiment motivées, intéressées et tout. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on commande le matos, qu'on organise tout ça. C'est assez laborieux quand même, mais par contre ça en vaut vraiment la peine. Donc ouais, je fais appel si effectivement il y a des gens qui sont intéressés pour se construire eux-mêmes ou avoir des gens autour d'eux qui en même temps que construisent un four, un séchoir. Mais les seuls fours qu'on construit c'est donc ce type-là. Hein. Ça c'est du professionnel. Hein. Donc ceux-là ils sont aussi construits en France, donc nous on privilège tout ce qui est recyclable. Donc je dirais 90% des produits qu'on a sont faits localement ou en France voisine ou en Italie, parce que par exemple cet aluminium on ne le trouve pas en Suisse. C'est l'aluminium le plus miroitant de la planète, qui s'appelle de l'anode. On le trouve qu'en Allemagne et en Italie. Par contre, c'est monté par des ateliers protégés aussi à Albi. La personne qui a concrétisé cette magnifique parabole sera à Genève la semaine prochaine pour la semaine du goût, sur une journée. Donc, le dimanche. Oui, dimanche 13. Et puis... Question coût, imaginez combien ça coûterait d'en acheter un ou de construire. Alors, celui-là, vous ne pouvez pas le construire vous-même. Non, j'ai bien compris. Ouais. Mais... Ceux-là, alors il faut compter entre 345 et 400, okay. Selon la grandeur, parce qu'on en a des plus grands aussi. Okay. Et puis, avec tout le matériel. Donc, c'est que des... Donc, par exemple, l'intérieur, qui est... si on regarde l'intérieur, c'est assez intéressant. C'est vraiment comme un four. C'est ce four boîte, en fait. Donc là, ceux qui ont envie de se prendre un petit peu de chaleur. Mais c'est la plaque intérieure, en fait, c'est une plaque d'imprimeur offset récupérée dans une décharge. C'est pas une décharge, en fait, c'est un truc payant à vie. Bon, là, ils ne veulent plus nous en vendre, mais ils ont dû trouver des meilleurs acheteurs. Mais tout le reste, c'est que des produits de chez nous. Et l'isolation, c'est avec de la laine de mouton. Oui, voilà. Ça, c'est de la laine de mouton ici, non cardée, mais lavée. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ceux-là, en fait, sinon, on fait combien? Alors, la parabole, celle-là, elle vaut 420 francs. Elle prend 3 minutes pour se monter, 3 minutes pour se démonter et 1 seconde pour chauffer. Par contre, il y a Béatrice qui me demandait si je voulais parler de ça. Alors, sur Internet, je crois que même Arte a sorti dernièrement de nouveau le documentaire sur une cuisine solaire éphémère qui est à Marseille. Et nous, ça fait des années qu'on veut proposer au parc et jardins, parc public et tout, qu'on arrête d'être dans le
Fog Land, où moi personnellement je ne peux plus voir ces barbecues, ces milliers de saucisses, ces 3 milliards de poulets qui sont grillés tous les jours et tout. Donc il y a 3 ans en arrière, on est parti avec un projet avec le PFL de faire des cuisines solaires extérieures utilisables pour le public. Donc c'est un gros projet qui va encore prendre un certain nombre d'années, mais je pense qu'on va y arriver. En plus avec l'histoire de ces cuisines solaires à Marseille, c'est un bon levier aussi de démarrage. Alors voilà, on a déjà vu le SEV à Genève, le PFL comme partenaire, l'école d'ingénieurs à Genève et tout. Mais voilà, comme toute chose, il faut du temps pour monter ces dossiers, aller rencontrer les gens, faire le suivi, trouver les matériaux qui vont être le plus adéquats à une utilité publique. Parce que si c'est une utilité pour vous-même, vous allez être attentif et respectueux de votre matériel. Malheureusement, quand on parle de parc public, et ça c'est la grosse peur de ce genre de projet, c'est mais comment les gens vont l'utiliser. Donc il faut que ce soit utile, utilisé et utilisable. Donc, et puis quelque chose de costaud. Quoi. Comme ça, vous pourrez dire que vous avez pris contact aussi avec le service des parcs et domaines de la ville de Lausanne. Voilà. Merci, Béatrice. Merci Florence. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là encore un petit moment. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.